Les rédactions de Voix de la Russie et de ProRussia.tv sont allées à la rencontre de Siwar al-Assad, vice-président de l'Alliance nationale démocratique unie syrienne, un mouvement politique fondé par son père, Rifat al-Assad, le frère cadet de l'ancien président syrien, Hafez al-Assad, et l'oncle de l'actuel président, Bachar al-Assad. Exilé en 1984 pour s'être opposé à son frère en demandant des réformes, Rifat al-Assad s'est installé en France à cette date suite à l'invitation de François Mitterrand qui le fera grand officier de la Légion d'honneur en 1986 pour service rendu à la diplomatie française au Moyen-Orient. Il a depuis créé et animé un mouvement politique présent en Syrie qui prône des réformes démocratiques sans avoir recours à la violence ni exiger le départ du président Bachar al-Assad. Bien que représentatif, ce mouvement politique n'a pourtant pas les faveurs de la France qui lui préfère les islamistes de l'ASL et du CNS. L'Alliance nationale démocratique unie a pourtant été invitée aux discussions de Genève II par la Russie, l'Iran et l'Arabie saoudite et sa présence a été validée par le gouvernement légal syrien. Curieusement, ce mouvement politique ne fait pas l'actualité en France pour ses positions modérées et conciliatrices, mais pour une plainte déposée par les associations Sherpa et Transparency International concernant le patrimoine immobilier de Rifat al-Assad. Curieux calendrier de ces associations dont les financements sont largement anglo-saxons juste après le fiasco de l'administration Obama et alors que le patrimoine en question a été acquis en 1984. Rappelons qu'à l'époque de ces acquisitions, M. Lebègue, actuel président de Transparency France, était directeur du Trésor. Quant à M. Bourdon, président de Sherpa, il est aujourd'hui l'avocat d'Abdel Halim Kadam, un autre vice-président syrien en exil à Paris et qui tente lui aussi de jouer un rôle dans l'opposition. Étant donné que la France, le Royaume-Uni et le Qatar paraissent opposés au rôle que pourrait jouer l'Alliance nationale démocratique unie dans la pacification syrienne, les esprits les plus malveillants pourraient y voir une cause à effet. Siwar al-Assad, qui est aussi un écrivain reconnu et le président d'une chaîne de télévision culturelle bilingue anglo-arabe, a bien voulu revenir sur ces accusations portées contre sa famille et surtout sur l'avenir de la Syrie. Monsieur Siwar al-Assad, bonjour. Bonjour. Merci d'accorder cet entretien à Voix de la Russie et à ProRussia.tv. Vous êtes le vice-président d'un parti politique syrien qui s'appelle l'Alliance nationale démocratique unie. Tout à fait. Et votre père actuellement, enfin en tout cas votre famille, fait l'objet d'un lynchage médiatique sans précédent depuis 15 jours en tout cas en France. Comment pouvez-vous l'expliquer ? Rifat al-Assad est arrivé en France en 1984 après un conflit avec le régime en place en Syrie. Il a reçu des aides lors de son arrivée en France par des gens qui ont cru et qui croyaient en son mouvement d'opposition. C'est un mouvement d'opposition tout à fait libéral qui prône un changement graduel et paisible. Donc si vous voulez, les enfants de Rifat al-Assad ont grandi en France, mes frères et moi. C'est une personne qui est, Rifat al-Assad est francophile. Pour nous, la France est notre seconde patrie. Aujourd'hui, nous faisons face à une attaque de deux associations qui s'appellent Sherpa et Transparency International. Nous allons nous défendre. On sait bien le faire. On l'a toujours fait. Ce n'est pas la première fois que nous subissons des attaques médiatiques en France. Nous avons gagné des dizaines de procès en diffamation. Nous allons continuer à le faire. Ce n'est pas ça qui va changer notre amour pour la France. Ce n'est ni Transparency, ni Sherpa qui vont atténuer notre lutte, notre combat au sein de l'opposition pour une Syrie meilleure. Donc je suis tout à fait serein quant à l'issue de cette affaire. Ces deux ONG sont des ONG anglo-saxonnes, internationales. Comment peut-on les définir? Alors, l'une d'entre elles, j'ai cru comprendre que l'avocat de l'ONG est en même temps le fondateur de l'ONG et le président de l'ONG. L'autre ONG est un peu plus internationale. Je n'ai pas fait des recherches approfondies, à vrai dire, parce que je ne suis pas vraiment intéressé. Donc,
je pense que c'est des ONG qui ont des buts et qui défendent des causes qui peuvent être parfois respectables. Mais ce sont aussi des ONG qui peuvent se tromper, comme tout le monde. Aujourd'hui, ces ONG, avec nous, elles se sont trompées. Et elles vont le réaliser. Votre père, justement, vous y faisiez référence, est présent en France depuis 1984. Je crois que c'est le frère du défunt président El-Assad. Oui. Votre père a été élevé au rang de grand officier de la Légion d'honneur en 86. Je crois. Tout à fait, février 86. Ouais, en raison de services, j'imagine, diplomatiques et économiques importants au bénéfice de la France. Il a continué d'animer un courant politique syrien qui se refuse, comme vous le disiez tout à l'heure, à renverser, en tout cas militairement, le pouvoir actuel à Damas, le gouvernement de Damas. Vous ne faites pas partie, si j'ai bien compris, du Conseil national de transition syrien que l'on met toujours en avant comme étant l'unique forme d'opposition à Damas. Pourtant, on en entend parler constamment et jamais de votre parti politique. Comment percevez-vous ? Alors, peut-être que c'est le cas en France. On n'entend pas parler de l'Union nationale démocratique en France. Par contre, on en entend parler en Syrie et dans d'autres pays arabes, et même dans des autres pays européens. Alors, les rapports entre Rifat el-Assad et la France sont très anciens. Il y a un respect et une entraide mutuelle depuis des dizaines d'années. C'est Rifat el-Assad lui-même qui pourra s'exprimer un jour, s'il le décide, sur cette entraide et ce respect mutuel. Il y a un problème, peut-être en France ou même en Occident, c'est que lorsqu'un mouvement n'appartient pas à la coalition d'opposition reconnue par certains gouvernements occidentaux, ou lorsqu'un mouvement ne demande pas clairement et nettement le départ du président syrien comme condition préalable, eh bien ce mouvement a une étiquette et il est blacklisté. Et du coup, on l'accuse d'être ou pro-régime, ou fausse opposition, ou autre chose. Alors le problème, c'est que la coalition d'opposition qui est reconnue par certains gouvernements occidentaux, eux demandent le départ de Bachar al-Assad. Si on peut leur poser une question, ça serait la suivante. Combien de morts vous faut-il pour vous rendre compte que vous n'y arriverez pas? Combien de civils syriens, combien de femmes et d'enfants devront mourir pour vous rendre compte que vous n'y arriverez pas? Ça fait 2 ans et demi que vous nous dites il faut que Bachar al-Assad quitte le pouvoir. Et ça fait 2 ans et demi que beaucoup de gouvernements croient en la coalition, principalement des gouvernements occidentaux, et qui soutiennent la coalition, qui ne s'appelait pas coalition avant, qui a eu donc beaucoup de noms. Il y a eu tellement de conseils, tellement de comités qu'on ne s'y retrouve plus. Bon, le fait est qu'aujourd'hui, il s'appelle la Coalition nationale d'opposition en Syrie. Alors, ça fait 2 ans et demi qu'on attend qu'il déloge un président. Il n'y arrive pas. Il faut se rendre à l'évidence qu'ils n'y arriveront pas. Parce que le gouvernement, le régime syrien, tient le coup. Il a résisté. L'armée est une institution qui survit, et qui survit d'ailleurs très bien. Les villes principales survivent très bien. La vie est plus ou moins normale dans la plupart des villes syriennes. Certes, il y a des zones dans lesquelles les choses se passent beaucoup moins bien que dans d'autres zones, mais jusqu'à aujourd'hui, le régime syrien a son siège à l'ONU
jusqu'à aujourd'hui, le régime syrien est reconnu par la majorité des États du monde. Donc il faut se rendre à l'évidence et négocier avec ce régime. S'asseoir autour d'une table avec ce régime. Donc nous demandons, comme d'autres mouvements d'ailleurs, le dialogue entre tout le monde. Et c'est la seule solution, ce n'est que comme ça qu'on peut arrêter le sang qui coule. Lorsque on pose des préconditions, c'est-à-dire que nous ne voulons pas que le conflit commence à se résoudre. Je ne dis pas que le fait de s'asseoir autour d'une table, on a une baguette magique et tout va s'arrêter d'un coup. Mais au moins, c'est le bon chemin, c'est le chemin à prendre. Vous y faites référence, cette volonté d'imposer militairement une solution, en fait, trouve ses limites aujourd'hui. Et une étude anglaise a même démontré que 70% on va dire des combattants de l'opposition seraient plutôt liés à Al-Qaïda, ou en tout cas des mouvements terroristes. Est-ce que l'alliance aujourd'hui syrienne a encore une crédibilité sur le terrain, si jamais elle ne fait pas justement, elle ne vous compte pas parmi elles, ou elle met de côté, par principe, tous les partis politiques existants avant sa propre création? La coalition syrienne. Oui, la coalition syrienne. Alors, la coalition syrienne tire sa... Excusez-moi, est-ce que justement, j'aurais dû préciser, cette politique ne renforcerait-elle pas, n'a-t-elle pas justement renforcé l'autorité de M. Bachar el-Assad et donc du gouvernement de Damas sur la société syrienne? Alors, l'autorité de la coalition tire son autorité de la reconnaissance de certains gouvernements occidentaux. Je ne suis pas sûr qu'ils aient le poids dont ils parlent sur le sol syrien. Ça reste à prouver. Maintenant, au sein des factions armées, qui sont tellement diverses et tellement différentes des unes divisées des autres, visiblement, parce qu'elles se combattent sur le terrain entre elles. Tout à fait. On a vu récemment, officiellement, une quarantaine de factions armées qui ont annoncé qu'elles n'appartenaient pas à la coalition. Donc ça pose un problème. C'est-à-dire qu'il y a une désorganisation sur le terrain. Nous avons affaire à des factions armées qui sont financées je ne sais comment, qui ne s'entendent ni avec la coalition, ni entre eux, ni avec l'armée libre. C'est extrêmement problématique. C'est une raison de plus pour accélérer le dialogue, pour pouvoir unir le peuple syrien et se défaire principalement des djihadistes, des étrangers qui viennent avec un rêve d'établir des émirats, des califats musulmans et islamistes. Et tout ça, les dommages collatéraux sont les civils syriens. Vous faites partie justement de ceux qui sont amenés à être un jour invités à Genève 2, si Genève 2 a lieu, et nous le souhaitons tous. Votre présence a même été demandée, que ce soit par la République islamique d'Iran, la Russie, l'Arabie saoudite, et bien sûr par Damas, qui a reconnu votre existence et donc la possibilité de concertation. Mais étrangement, ce n'est pas le cas ni des États-Unis, ni de la France, qui pourtant vous a accueilli depuis 1984, ni de la Grande-Bretagne et ni du Qatar. Comment expliquer cette position assez étonnante de la diplomatie qui refuse votre présence à Genève 2? Alors, je ne sais pas si elle le refuse. Je pense qu'elles ignorent notre mouvement pour des raisons qui leur sont propres. Pas la France, quand même. La France, nous avons très peu de contacts avec la France, pour être honnête avec vous. Très très peu. Et même presque pas avec la France, particulièrement. Écoutez, c'est un mouvement qui comprend des milliers
partisans sur le sol syrien. Je pense que nous n'avons rien à prouver à personne. Le chef de notre mouvement a eu l'occasion de rencontrer M. Mikhail Bogdanov à Genève récemment. Il a encouragé les efforts, il a remercié la Russie pour ses efforts dans la construction d'une paix et la volonté de construction d'une paix durable en Syrie. L'Alliance démocratique nationale unie sera présente à Genève. Nous sommes pour un consensus. Nous allons encourager un dialogue entre toutes les parties et nous allons faire partie de ce dialogue. J'ai oublié de préciser que le Qatar aussi, vous refusez le droit de participer à Genève 2, c'est juste en termes de précision. N'est-ce pas peut-être justement une des raisons de cet acharnement médiatique dont vous faites l'objet aujourd'hui, en France en tout cas? Je n'espère pas. Ça pourrait l'être, mais je ne vois pas en quoi ça pourrait, encore une fois, atténuer notre lutte dans l'opposition. Nous sommes acharnés, nous rêvons et nous allons faire. Et nous allons participer à la construction d'une Syrie meilleure. Donc, si ça l'est ou pas, nous ne sommes pas concernés, à vrai dire. Après Genève 2, quel rôle voulez-vous jouer dans le paysage politique syrien? Alors, le rôle que nous voulons jouer est un rôle très simple. C'est un rôle principalement d'observateur. Nous voulons nous assurer que les réformes qui vont être promises et les réformes qui vont être que le régime et que l'opposition vont entreprendre auront lieu. Nous allons vérifier le bon déroulement de tous les processus démocratiques à tous les niveaux. Nous voulons être une voix en plus en Syrie, pouvoir tirer la sonnette d'alarme s'il le faut et participer au paysage politique syrien comme tout parti sur le sol syrien, parti politique sur le sol syrien. Donc en cas d'organisation d'élections en 2014-2015, comme il est envisagé de le faire, votre parti, qui est déjà présent en Syrie, se présentera, en tout cas présentera un candidat face au président actuel Bachar el-Assad? Nous ne savons pas encore, à vrai dire. Mais en tout cas, probablement le Parlement, ça sera le cas. Le président Bachar el-Assad a fait part du fait que si les urnes, justement, lui demandaient de partir, il partirait. Comment ressentez-vous cette déclaration? Est-ce que pour vous c'est justement l'image d'un dictateur? Est-ce que c'est au contraire l'image de quelqu'un qui se sent acculé au départ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a conscience que le pays, la Syrie, réclame des réformes aujourd'hui justement et un peu plus de démocratie? Je pense que c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Je pense qu'il va entreprendre des réformes, qu'il avait commencé d'ailleurs de les entreprendre. Nous allons l'encourager, lui et les gens autour de lui, de continuer et de croire en ces réformes. Et nous allons aussi encourager les forces qui ne veulent pas que ces réformes soient entreprises à abandonner leur haine envers notre Syrie. Par tradition, quelle est la question que nous ne vous avons pas posée et à laquelle vous auriez souhaité répondre? Alors, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut se concentrer. Tout cela est dérisoire. Il faut se concentrer pour la construction d'une paix stable et durable pour arrêter
l'effusion de sang en Syrie. Les Syriens aiment leurs enfants autant que les Français. Les Syriens aiment leurs parents autant que les Français. C'est un peuple qui est très ancien. Il n'a rien à apprendre de personne. La solution doit être syro-syrienne. Bien sûr, les institutions internationales existent pour encourager tous les États qui sont sincères dans leur volonté de construction de paix durable. Et là, je fais référence principalement, entre autres, la Russie, bien sûr, qui a, depuis le premier jour, fait de son mieux pour qu'il y ait une paix dans ce pays. Et je pense qu'ils le font jusqu'à aujourd'hui, et je pense qu'ils vont réussir, avec l'aide des Syriens, bien sûr. Monsieur El Assad, merci pour cet entretien. Je vous en prie, merci beaucoup.